Sud Radio, Berkov dans tous ses états. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui ? Qui gâche la vie de nos personnes âgées, qui sont contraintes de vivre dans la solitude, dans la peur ? Ce qui est très clair, qui est assumé, c'est que dans 10 ans, on veut que 32% de notre consommation d'énergie vienne d'énergie renouvelable. Tout va très bien. Eh oui, tout va très bien. Madame la Marquise, nous avons un nouveau Premier ministre, donc écoutez, de quoi vous plaignez-vous ? Eh bien, de quoi on se plaint ? On va parler peut-être d'un certain nombre de choses. On a parlé hier des agriculteurs, de la révolte des agriculteurs en Allemagne. Est-ce que ça va venir chez nous ? Ça ne fait que commencer. Nous allons parler aujourd'hui, évidemment, de la guerre en Ukraine. De cette guerre qui n'en finit pas, qui a commencé par l'invasion, effectivement, russe de février 2022. Nous sommes en janvier 2024. Et ça va faire donc 2 ans. Et où en est-on ? Eh bien, on va en parler avec Xavier Moreau. Xavier Moreau, qui est franco-russe, qui vit en Russie depuis 24 ans et qui a fondé le site Stratpol, justement, géopolitique, géomilitaire. Et qu'est-ce qui se passe vraiment ? On va prendre le temps d'en parler. Et puis, on va parler aussi de cette ignominie. Ce n'est plus un fait divers. C'est quoi ? C'est toutes ces femmes, des vieilles femmes violées. Ça ne veut pas dire que tout viol est une abomination et une saloperie. Mais enfin, quand aujourd'hui, et on voit que ça devient presque quotidien, que les femmes de 80, 85, 95 ans, des handicapés, se font violer, soit à leur domicile, soit ailleurs, il y a quand même quelque chose qui est pourri dans ce royaume. Et on va en parler avec le criminologue Xavier Hofer. Et puis, nous allons aussi, évidemment, célébrer Gabriel Attal, le plus jeune Premier ministre de l'histoire de France. On va voir si le teenager, ou presque le teenager, Gabriel Attal, eh bien, écoutez, on va lui laisser le bénéfice du doute, hein, il vient d'arriver, on va pas quand même lui jeter la pierre, mais sur Twitter, sur Facebook et ailleurs, alors ça a commencé, hein, les tirs et les louanges, y compris les louanges des focus, c'est très intéressant. Et puis on va faire parler Gabriel Attal parce qu'il a déjà beaucoup parlé, hein, comme porte-parole et surtout comme secrétaire d'État. Donc on va revoir et puis nous allons recevoir après les huées, les bravos et les perles, un anthropologue, quelqu'un qui n'a pas vraiment sa langue dans sa poche, qui est un vrai polémiste, Jean-Dominique Michel, qui est suisse, qui vient d'écrire Autopsie d'un désastre, mensonges et corruption autour du Covid. Et il ne va pas de main morte, Jean-Dominique Michel. On prendra le temps d'en parler avec lui. Attachez vos ceintures. C'est Brigitte Lahaye. Pour cette nouvelle année 2024, n'oubliez jamais que vous êtes la personne la plus importante. Alors faites-vous plaisir et accordez-vous vos désirs les plus chers. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et c'est pas mal qu'un franco-russe parle au français aussi, parle au français. Pourquoi ? Parce que il se passe actuellement, pas très loin d'ici, une guerre qui a fait des centaines de milliers de morts, et qui continue et qui risque de continuer longtemps. Et ça fait quoi tout cela ? On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Du Bolchoï, oui, c'est la valse des flocons, là, en casse-noisette, évidemment. Fallait mettre le décor. Bonjour Xavier Moreau. Bonjour. Alors Xavier Moreau, vous êtes, je le rappelle, entrepreneur. Vous vivez en Russie, vous êtes franco-russe, vous vivez en Russie depuis 24 ans. On m'avait dit que vous êtes arrivé le même jour où Poutine a pris le pouvoir. 26 mars 2000. N'y voyons aucune marque d'un complot. Mais c'est intéressant. Et puis vous avez fondé ce site Stratpol qui est très très suivi sur la géopolitique, sur l'économie, etc. Alors moi je voudrais vous demander, je vais pas vous demander si vous êtes pour ou contre l'invasion russe ou pour ou contre Poutine. Ça me paraît évident et c'est très bien. Chacun, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on fait, nous, ici, à Sud Radio ? On invite des personnes de toutes opinions et surtout des personnes qui vivent, qui savent ce dont ils parlent. Après, on peut être pour, on peut être contre, c'est un autre problème. Et Xavier Moreau, vous avez écrit d'ailleurs plusieurs livres sur l'Ukraine, sur la gauche aussi, effectivement. Et ce que je vous demandais, vous vivez en Russie, et ce qui m'intéressait beaucoup, c'est d'avoir effectivement
le sentiment de l'opinion publique russe, du peuple russe, et puis de ce qui se passe évidemment en économie, parce que vous êtes aussi entrepreneur, et qu'est-ce que tout cela fait perdre, fait rapporter, et sans parler, hélas, des centaines de milliers de morts, parce que le pire, c'est ça. Je voudrais savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression, vous savez, on se rappelait, moi j'ai lu les discours de Poutine traduits en français. En 2020, il était, je dis pas qu'il frappait à la porte de l'Europe, mais il n'aurait pas été contre, effectivement, que la Russie se rapproche de l'Europe. Hein. C'est pas loin, c'est il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans. Aujourd'hui, l'impression qu'on a, et au-delà de Poutine, et je voulais vous demander, dans l'opinion publique russe, chez les gens que vous voyez, que vous fréquentez, avec qui vous parlez, est-ce qu'il y a un divorce avec l'Occident? Est-ce qu'ils estiment que aujourd'hui il y a vraiment une espèce de faille, une espèce de cassure? Oui, alors je répondrai sur deux plans à votre question. Il y a de toute manière une rupture qui, à mon avis, est pour très longtemps avec Washington. Et oui, il y a une rupture qui pour un peu moins longtemps avec l'Europe. Déjà pour des raisons géographiques tout simplement. Avec Washington, on le sent vraiment puisque les accusations sont directes de la volonté de Washington de découper la Russie en morceaux en fait. Hein. Ils pensent vraiment que Washington veut ça. Mais en plus Washington le dit. Ouais. Ça fait partie du programme. Washington a toujours considéré la Russie comme son adversaire. C'est la doctrine Wolfowitz. Donc pourtant les néoconservateurs. Les néoconservateurs, voilà, tout au début des années 90, alors que la Russie et l'URSS a acté sa fin, que ça s'est plutôt bien passé avec élégance, comme dirait Emmanuel Todd. Eh bien, les Américains ont toujours continué à considérer la Russie comme un ennemi, comme la seule puissance qui pourrait battre les États-Unis, notamment militairement. Et donc a entrepris d'étendre l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'a dit il n'y a pas très longtemps Vladimir Poutine. Il a dit, lui, il observait ça dans les années 90. Et il se disait, bon, c'est pas possible. On n'a plus d'idéologie communiste, donc on n'est plus une puissance expansionniste idéologique, mais il y a une inertie. Donc c'est pour ça qu'il continue à soutenir les terroristes tchétchènes dans le Caucase, c'est pour ça, etc. Et puis finalement, il est arrivé au pouvoir et il a vu que, au contraire, il y avait une véritable volonté de briser la Russie définitivement. Et il a été discret jusqu'en 2007, parce qu'il fallait reconstruire l'État russe. Mais en 2007, il y a eu ce fameux discours de Munich, à la conférence de sécurité à Munich, où là, il a dit, il a désigné en fait l'adversaire en disant, il faudrait arrêter de nous faire croire que vous faites ça pour le bien de l'humanité, mais en fait, vous ne respectez pas les règles que vous nous imposez. Et ce discours a été maintenu. Donc avec les États-Unis, je pense que c'est pour longtemps. Après, ça dépend aussi de ce que vont faire les États-Unis. Si Trump revient et qu'on bascule dans une politique isolationniste, ça ira très bien pour la Russie. En ce qui concerne le lien avec l'Europe, j'ai eu la chance d'interviewer il y a pas longtemps Piotr Tolstoï, donc qui est vice-président du Parlement russe, la Douma, et je lui ai posé la question. Il m'a dit on est parti pour une décennie de mauvaises relations. Donc pour eux, il y a, et je pense aussi particulièrement avec la France, on a eu cette réflexion de Dimitri Medvedev il y a pas très longtemps, qui était pas très heureuse à mon avis, mais aussi voir que la France, après le bombardement du centre-ville de Belgorod, a dit que c'était de l'autodéfense. Et ça a été très mal perçu. Il y a la publication de la conversation de Vladimir Poutine avec Emmanuel Macron, qui a eu lieu le 20 février 2022, qui a été publiée l'été suivant, où on voit Macron entouré de journalistes en train de glousser, alors qu'il parle en direct, que Vladimir Poutine lui fait confiance, il parle en direct par téléphone avec lui. Tout ça, plus après Oui, alors Xavier Moreau, là vous adoptez le point de vue de Poutine, mais est-ce que, pour ceux qui disent... Mais j'aimerais avoir votre sentiment à vous personnel, ceux qui disent oui mais Poutine lui aussi a des visées expansionnistes. Est-ce que Poutine, parce que on l'a dit aussi, est-ce qu'il n'a pas envie non pas de ressusciter l'Empire soviétique et l'Union soviétique, bien sûr, mais peut-être de reprendre tous ces pays, tout ce pacte de Varsovie, il n'a pas envie de le refaire, mais les pays qui étaient dans le pacte de Varsovie, est-ce qu'il n'y a pas quand même des visées en disant retrouvons cette grandeur impériale que nous avions ? Non, d'ailleurs, Vladimir Poutine a dit il a dit ça une dizaine d'années, il y a 10 ans je crois, il a dit qu'il espérait que plus jamais ni les élites russes ni le peuple russe n'auraient des ambitions messianiques. Donc aujourd'hui, la politique de Vladimir Poutine, elle vise à protéger les Russes où qu'ils se trouvent.
Et ce que fait Vladimir Poutine en Ukraine, c'est pour protéger les populations russes et russophones. Voilà, la Russie n'acceptera jamais... Le Donbass, et même plus largement ce qu'on appelle la Nouvelle-Russie, qui va de Odessa jusqu'à Kharkov, et même les populations russophones, même Kiev, si vous voulez. Kiev est une ville russophone, contrairement à ce qu'on nous raconte. Donc il veut prendre Kiev. Je pense... Alors, il y a ce que je pense et ce que lui veut faire. Qui est certain, aujourd'hui, ça a été encore annoncé par le chef de la République populaire de Donetsk, Denis Pouchiline, il y a 3 jours, c'est que ils vont prendre, en tout cas ils veulent prendre Odessa, Nikolaïev, Dnipropetrovsk, je parle des régions, et Kharkov. Donc c'est ce qu'on appelle la Nouvelle-Russie. Vous pensez qu'ils vont y arriver? Je pense que oui. Je pense que oui. Et après, on va voir ce que ça va donner, parce qu'une fois que, si vous voulez, pour le malheur des Occidentaux, la partie riche de l'Ukraine, c'est la partie russe. C'est-à-dire les ports, Mariupol, Berdiansk, Nikolaïev et surtout Odessa, et l'industrie, c'est-à-dire Kharkov, le Donbass, l'énergie, le charbon, le fameux anthracite, etc. Donc en fait, l'Ukraine, sans la Nouvelle-Russie, de toute manière, ne représentera plus un danger pour la Russie, parce qu'elle n'aura ni les moyens économiques ni les moyens humains de la menacer. Donc l'enjeu, il est là, il est économique. Voilà, je pense que une fois que la Russie tiendra la Nouvelle-Russie, après Kiev, j'exclus pas que Kiev se soumette d'elle-même en disant, après tout, autant aller du côté du vainqueur et de celui qui a les moyens de nous reconstruire. Et c'est aussi pour ça que la Russie n'ira pas reprendre la Pologne ou les Pays-Baltes pour prendre la place des Français et des Allemands qui payent les fonds structurels au travers de l'Union européenne depuis une quinzaine d'années. Vous voyez, la Russie devra reconstruire au moins la moitié de l'Ukraine. Elle a autre chose à faire que de réindustrialiser les Pays-Baltes et de payer la dette de la Pologne. Mais d'un autre côté, les Américains aussi ont envie de reconstruire aussi, peut-être pas la moitié de l'Ukraine, mais entièrement. Vous savez, les grands groupes. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là, oui, ils ont acheté beaucoup de terrain, donc ça va être très intéressant à suivre. Enfin, et en même temps, on voit que il y a eu un rapport, comme vous le savez, l'Institut Kiel, le soutien à Kiev quand même. Est-ce que c'est parce qu'ils se rendent compte ou pas et l'aide internationale à l'Ukraine au plus bas depuis le début de l'invasion russe. Il dit que le soutien à Kiev, là, depuis 1 an, a baissé de 90%, ce qui est quand même énorme. Alors oui, tout à fait. Il y a 2 types de soutien. Il y a le soutien militaire. Donc si vous regardez les courbes du soutien militaire, en fait, il y a eu des livraisons massives d'armement la veille des offensives ukrainiennes. Donc une première fois à l'été 2022, avant les offensives de Kharkov et de Kherson, et là juste avant l'offensive qui a lamentablement échoué, qui était terrible du point de vue humain. Juste avant pendant l'hiver 2022-2023 pour préparer l'offensive d'été. Et ça, effectivement, c'est l'effondrement complet des livraisons d'armes. Sauf les systèmes de défense antiaérien, parce que l'Ukraine n'en a quasiment plus, et que les Russes, au contraire, eux, ont développé toute une gamme de missiles et qui s'abattent, on le voit depuis... Oui, alors qu'on s'attendait, on disait que la Russie est à court de munitions, que c'est... Ça restera pour moi, qui connaît le complexe militaire industriel russe, un mystère. Comment les gens ont pu dire ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Alors qu'on savait qu'il fonctionnait à plein gaz, etc. Et que surtout, ils ont la capacité d'appuyer sur la pédale d'accélérateur et en 3 mois de passer en cadence d'attaque. Enfin, je veux dire, c'était incroyable. Ouais. Et c'est vrai qu'on entendait énormément ici nos généraux de plateau, etc. dire... qui connaissaient pas le complexe militaro-industriel russe, et même le leur d'ailleurs. Parce qu'avoir estimé que nous, on pourrait soutenir l'effort militaire ukrainien, c'était totalement surévalué. Et avant le début de l'opération militaire spéciale, donc ce que les Russes appellent l'opération militaire spéciale, le 15 février, il y a eu 2022, il y a un rapport du Sénat français qui faisait l'inventaire de nos capacités militaro-industrielles. Et en fait, qui disait qu'on pourrait tenir 4 jours en cas de guerre de haute intensité. Et monsieur Lecornu a pris des décisions c'était 1 an, fin 2022, en disant nous allons commencer à produire de la poudre noire. De la poudre à canon, pardon, parce qu'on ne produit plus de poudre à canon, figurez-vous. Et donc la grande ambition, c'est produire de quoi fabriquer, je crois, 20 000 obus en 2025. 20 000 obus, c'est ce que les Russes tirent en 3 jours. Donc, donc de ce point de vue-là, effectivement, ça a l'air plié. On va juste un mot là-dessus. Vous voyez, les chiffres quand même, je rappelle à nos auditeurs. On s'est engagé, enfin les pays qui soutiennent effectivement l'Ukraine et légitimement pour eux, sont engagés à hauteur de 246 milliards d'euros sur le plan militaire, financier et humanitaire. Les États-Unis, plus de 75 milliards d'euros d'aide annoncée, donc 46,3 milliards en aide militaire. Les pays de l'Union européenne, on a lancé
c'est des aides bilatérales, 51,1 milliards d'euros, et des aides communes provenant des fonds de l'Union européenne, 81 milliards d'euros. Ça, c'est l'Union européenne, effectivement. Donc, oui, voilà. alors pour répondre à la deuxième partie de votre question, si vous me permettez, donc il y a cet aspect militaire qui est en train de baisser, qui a largement baissé, et il y a aussi le problème, c'est qu'en fait, l'Ukraine ne produit plus rien. Donc en fait, le budget de l'État ukrainien, c'est-à-dire qui paye les militaires, les veuves, les blessés, les pensions, les fonctionnaires, ce sont les Occidentaux. Ouais. Donc si cette aide s'arrête, et là on parle des 61 milliards que les Républicains refusent d'envoyer, les 50 milliards qui sont bloqués par Orban, alors là on parle d'emprunter 20 milliards, que l'Union européenne emprunte 20 milliards pour le donner à l'Ukraine. Donc tout ça, si ça n'arrive pas, l'État ukrainien va cesser de fonctionner. Bon, moi, je suis un peu comme les Russes, je prévois toujours le pire, donc je pense qu'ils vont trouver une solution pour envoyer quelques milliards de dollars pour prolonger la souffrance ukrainienne. Mais la situation n'est pas désespérée, mais elle s'en approche. Oui, et puis on se demande, enfin, c'est-à-dire à quel prix tous ces morts, etc. Et si vous voulez, en plus, la Russie voit, je pense, la guerre comme un investissement. Quand ils ont démarré l'opération donc militaire spéciale le 24 février 2022, Vladimir Poutine voulait en gros 3 régions, c'est-à-dire la Crimée qu'il avait déjà obtenu, qui contrôlait à 100%, et les régions de Lugansk et de Donetsk qui étaient contrôlées, on va dire 50%, moins non, même 40% pour Donetsk et 20% pour Lugansk. Mais il les voulait dans les frontières administratives. Donc c'était vrai, c'était la perte de Mariupol. Mais bon, il y avait de quoi négocier, je pense. Mais en admettant qu'on lui ait donné, il voulait 3 régions. Aujourd'hui, en plus de ces 3-là, ils en ont pris 2 en plus, Kherson et Zaporozhye. Et comme je vous l'ai dit, visiblement, ils vont en prendre encore 4 de plus. Donc ils ont intérêt à prolonger la guerre pour le moment. En fait, la stratégie russe, elle a été rappelée par Sergei Shoigu, le ministre de la Défense, c'était hier ou avant-hier. Il a dit, nous continuons à détruire méthodiquement le potentiel militaire kievien. C'est pour ça que compter les kilomètres carrés, ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est de voir ce que fait la Russie, en gros, depuis juillet 2022. Elle profite de sa supériorité significative de puissance de feu pour détruire le potentiel militaire. Et après, elle ira où elle voudra. On va continuer à parler quelques minutes avant de recevoir Xavier Hofer et pour ces abominations de viol. On va continuer à parler quelques minutes avec Xavier Moreau après ceci. Et puis on vous donnera la parole également 0826 300 300. Vous avez des questions, des interrogations, vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Xavier Moreau, entrepreneur franco-russe qui vit en Russie depuis 24 ans et qui est fondateur du site Stratpol que beaucoup de gens suivent effectivement, site géopolitique et économique. Parlons un peu d'économie justement, Xavier Moreau. Il y a eu l'embargo décrété par l'Amérique, par l'Europe, etc., par toute une série de nations. Et donc ça va faire bientôt 2 ans maintenant, pratiquement. Où en est-on ? Qu'est-ce que ça a fait pour l'Europe et qu'est-ce que ça a fait pour la Russie ? Alors, si vous me permettez, les sanctions, en fait, elles ont commencé en 2014. Au moment de la réunification de la Crimée. Alors, c'était pas des grosses sanctions, mais après le MH17, donc le Boeing qui a été détruit, on pourrait savoir par qui. Donc là, il y a eu des grosses sanctions qui ont été prises. Et ce qu'a constaté Vladimir Poutine, c'est que c'était une des meilleures choses qui soit arrivée à la Russie. Pour vous donner un exemple, par exemple, dans son domaine agricole, aujourd'hui la Russie doit être la première puissance agricole au monde. En 2014, elle importait la moitié de la viande de cochon qu'elle mangeait. Aujourd'hui, elle en exporte. Derrière, en 10 ans. En 10 ans. En 2020. En 2020, ils ont subvenu à leurs besoins et aujourd'hui, ils en exportent. Et surtout, derrière tout ce secteur agricole, donc c'est le premier producteur de blé, le premier exportateur de blé. Et derrière toute cette agriculture, il y a toute la mécanique autour de l'agriculture. Donc ça tirait des secteurs entiers vers la croissance. Et c'est ce que Vladimir Poutine a constaté. Et je pense qu'il souhaitait les sanctions. Je pense qu'une des raisons de l'opération militaire spéciale, c'est les sanctions. Parce que la Russie est un pays très riche. Et qu'en fait, si jamais vous n'y êtes pas obligé, vous achetez à l'étranger ce que vous pourriez produire vous-même. Et donc, il y a non seulement les sanctions, mais les contre-sanctions. Et les sanctions qui ont été mises, non seulement la Russie a parfaitement résisté aux sanctions, mais elle a rebondi et elle est entrée dans une phase que j'appelle d'hyper-industrialisation, comme le montrent d'ailleurs les commandes de machines-outils qui ont doublé depuis 2021.
Vous voulez dire, Xavier Moreau, que Bruno Le Maire, qui ne se trompe jamais, et qui disait qu'on allait mettre à genoux l'économie russe, ça n'a pas été ça, quoi. Non, je pense que d'ailleurs, si vous regardez, la Russie va faire 3,5% de croissance en 2023. La France est en récession, l'Allemagne est en récession, les agriculteurs allemands sont dans la rue. Donc, et on n'observe pas du tout ça en Russie. Et au contraire, ce qu'on apprécie, c'est la qualité du PIB. C'est-à-dire que déjà en 2021, 32% du PIB russe, c'est des chiffres de la Banque mondiale, c'était de l'industrie de la construction. En France, c'était 16%. En Allemagne, c'était 28%. Donc la Russie était déjà un pays extrêmement industrialisé. Et là, on est dans une phase d'hyper-industrialisation, puisqu'il s'agit de... Donc il y a un terme russe qui a été inventé qui s'appelle importzameshenie, c'est-à-dire le remplacement des imports, où la Russie se met à produire tout ce dont elle a besoin. Ouais. Et c'est dans le domaine aéronautique où c'est le plus spectaculaire, puisque comme il n'y a plus d'Airbus et de Boeing, eh bien, ils sortent toute leur gamme d'avions. Bon, ils n'ont pas démarré hier, hein, c'est des grands progrès. Mais là, tout a été accéléré. Donc on va voir ça sans doute en 2024, le MS-21, le Superjet 100 motorisé russe alors qu'il était motorisé français, etc. Donc dans le domaine aussi automobile, la croissance est spectaculaire, et même dans le domaine le plus difficile qui est celui des semi-conducteurs, qui est à mon avis la seule véritable sanction qui est problématique pour la Russie si la Chine n'était pas là. Oui, sauf que la Chine est là. Sauf que la Chine est là. Donc, juste un mot, les entreprises françaises qui ont décidé de quitter la Russie, qui donc très importante. Hein. Oui, alors les entreprises occidentales ont perdu beaucoup d'argent. Le New York Times estime en décembre 2023 que ça leur a coûté 103 milliards de dollars. 103 milliards. Oui. Les entreprises occidentales toutes confondues. Voilà. Et ça a été pour les entreprises françaises une véritable catastrophe, parce que certaines avaient été, et ça c'est le génie français, les premières à voir le potentiel du marché russe. Société Générale, Renault, Renault était le premier producteur de voitures en Russie. Donc ils sont partis quasiment pour rien. Renault, je crois qu'il même n'a rien demandé, avec une possibilité de revenir dans 4-5 ans. Mais bon, les machines-outils sont là, les Russes ont appelé les Chinois. Ils ont dit aux Chinois, vous pouvez produire en Russie, mais maintenant, il faut développer toute la sous-traitance. Il n'y avait pas de système ABS produit en Russie, figurez-vous, avant l'opération militaire spéciale. Maintenant, il y en a un. Et il y a tout. Et évidemment... Les Russes ont fait les Chinois en disant, oui, vous voulez produire ils font. Écoutez, c'est exactement ça. Ils ont fait les Deng Xiaoping, en fait. C'est Deng Xiaoping. J'ai un sous-chapitre dans mon livre qui s'appelle comme ça, Deng Xiaoping. Ouais, en tout cas, c'est très intéressant d'avoir cet état des lieux. Après, on peut dire oui, mais il y a les droits humains, etc. Bien sûr, les droits humains. Parfois, il faut voir effectivement les résultats. Et les résultats, c'est que malheureusement, l'Ukraine est en train de perdre beaucoup à la fois d'hommes, de femmes, c'est terrifiant. Et puis les résultats seront quoi? On va jusqu'au bout, c'est la guerre mondiale, ou en tout cas c'est la guerre régionale, où on s'arrête là. Mais pour vous, en tout cas, le sort en est jeté pour vous. Pour moi, mais la Russie a gagné la guerre le 24 février 2022. Après, à quel prix et quand? Ça, c'était la question. Aujourd'hui, à quel prix on le voit à peu près. Quand? Ça va dépendre de la question initiale de l'interview, c'est-à-dire quelle va être l'aide de l'Occident. Si l'Occident n'aide pas du tout Kiev, l'État kievien s'écroule. Là, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de milliards de dollars pour payer les militaires, les fonctionnaires et faire tourner la machine. Si jamais ils remettent au pot, on est peut-être reparti pour 6 mois, pour 1 an, mais la Russie gagnera à la fin. Et plus la victoire se fera attendre, plus ce qui restera de l'Ukraine sera la portion congrue. Pas très gai tout ça. Il faudrait, en tout cas, ça fait réfléchir, et ça doit faire réfléchir nos gouvernants et les princes qui nous gouvernent en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Qui vivra verra. Merci. Merci André Berkov. Sud Radio, André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Les terribles chansons de Jacques Brel, les vieux. Et ces derniers mois, quand même, il s'est passé quelque chose. On savait, la violence, ça c'est pas nouveau, les tabassages, pas nouveau, les meurtres aussi, etc. Et ce qui se passe quand même, là, le 1er janvier, une femme de 75 ans a été victime d'un viol à son domicile de Soir-la-Ferrière en Seine-et-Marne. Depuis 10 ans, des études soulèvent plus de 100 agressions impliquant du personnel hospitalier, mais aussi des jeunes qui n'hésitent pas, hallucinant ça, qui n'hésitent pas à gravir les murs d'EHPAD et de violer des personnes vulnérables. Encore une fois, une femme de 83 ans handicapée, violée à son domicile de la Courneuve, une femme de 95 ans soignée au service gériatrique de l'hôpital d'Argenteuil, une femme de 95 ans qui avait dénoncé un viol et une agression sexuelle par des suspects âgés de quoi, 29 ans, 30 ans, 40 ans. Mais qu'est-ce
que ça veut dire? Bonjour Xavier Hofer. Bonjour. Vous êtes criminologue, vous avez écrit plusieurs livres en ce sens, et puis, en ce sens, je parle en matière, effectivement, de crimes et de faits divers, et puis vous êtes aussi géopolitologue, pardon. Comment, il y a quelque chose quand même, on se dit, bon, on a atteint le fond, mais là, qu'est-ce qui se passe avec cette espèce de recrudescence absolument immonde de vieilles dames, d'handicapés qui se font, agresser, violer? C'est pas totalement une nouveauté. Il y a toujours eu une petite minorité psychologiquement atteinte, fragile de l'espèce humaine, qui, qu'en psychiatrie on appelle des pervers. Un pervers, c'est quelque chose de très précis en psychiatrie. C'est quelqu'un qui tire sa jouissance du fait de faire souffrir les gens auxquels ils s'en prennent, qu'ils agressent. Alors, on constate que, de même qu'il y a des pervers qui s'en prennent à des jeunes enfants, c'est-à-dire en dehors, on parle même pas de l'âge du consentement, qui peuvent violer un bébé de 6 mois ou des choses pareilles. Et de même, à l'autre bout du spectre, y a-t-il des pervers qui tirent leur jouissance de s'en prendre à des dames généralement très âgées et hors d'état, bien entendu, de résister à de telles agressions parce que elles n'ont plus la force physique de le faire. Alors ça existe. Les individus en question, traditionnellement, sont fort peu nombreux. Ce sont quelques cas, au maximum quelques dizaines de cas par an, et ça relève de la psychiatrie. Ce sont des gens qui sont dangereux pour les autres et qui doivent être mis hors d'état de nuire car ils souffrent de pulsions incontrôlables. Maintenant, que se passe-t-il aujourd'hui? C'est différent. Nous laissons, je m'évertue à le répéter, entrer sur le territoire français des gens potentiellement dangereux. Quels sont-ils, ces gens dangereux? Ce sont par exemple des gens qui viennent du Moyen-Orient ou de l'Est de l'Europe, qui ont déjà combattu dans des milices, qui sont aguerris et qui ont déjà fait, pour la plupart d'entre eux, couler le sang. Je pense à d'anciens miliciens tchétchènes ou d'anciens miliciens des milices qui ont opéré en Irak ou en Syrie. Ce sont des gens très dangereux et ma réflexion à ce propos est la suivante. Quand de ces pays viennent des gens en état de grand danger, que ce sont des femmes, que ce sont des enfants, que ce sont des vieillards, qu'on les accueille, oui, mais pourquoi laisse-t-on entrer sans aucune espèce de contrôle des gens qui sont aguerris, qui sont dangereux et qui peuvent se livrer à toutes sortes d'exactions? Alors, il y a une ruse, mais la ruse en question, le fait que des gens soient tombés dedans, ne fait pas honneur à l'intelligence de ceux qui sont encore vaguement chargés de contrôler nos frontières. J'aime bien vaguement. Plusieurs milliers de jeunes venus du Caucase, c'est-à-dire des Tchétchènes ou autres, sont entrés sur le territoire en disant qu'ils étaient persécutés dans leur pays car homosexuels. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Caucase, mais l'homosexuel caucasien, dans son pays, a vraiment une durée d'existence très limitée. C'est une réalité locale limitée. Et donc, le fait que brutalement, d'un seul coup, en se donnant le mot, plusieurs milliers d'entre eux trouvent accueil et assistance, en partie, naturellement, pour se livrer ensuite à des exactions, c'est totalement incompréhensible et dangereux pour la population de notre pays. Deuxième et dernière catégorie, les gens qui viennent plutôt du continent africain, qui n'ont, quand ils arrivent en France, vous savez, les fameux mineurs isolés, etc. Non accompagnés, qui sont ni mineurs, ni isolés et accompagnés, puisque généralement ils opèrent en meute, en bande, des individus en question qui n'ont nulle capacité de gagner leur vie, qui ne peuvent pas subsister et qui, par conséquent, n'ont aucun moyen d'attirer vers eux une compagne un peu stable parce qu'ils peuvent simplement pas subvenir aux besoins de quelque ménage que ce soit. Des gens en question qui sont dans un grave état de frustration sexuelle, eh bien, se livrent aux faits abominables que vous avez décrits sur des gens sans défense,
c'est-à-dire récemment encore une petite fille de 8 ou 9 ans, ou alors des vieilles gens. Voilà, c'est ça la réalité. C'est un effet pervers de la migration incontrôlée. Oui, oui, vous parlez effectivement, vous avez coché, je crois, toutes les cases. Effectivement, d'abord les frustrations, il y a les perversions, mais dans le cas qui nous occupe, effectivement, que ce soit du côté de Caucase ou de l'Europe ou l'Afrique de l'Asie, il y a cette frustration sexuelle. Mais vous voulez dire que pour reparler des personnes âgées, c'est-à-dire c'est parce qu'elles sont sans défense ou effectivement tout est bon à prendre, si je peux permettre cette expression. C'est quoi? C'est tout ce qui est accessible et accessible facilement et sans danger, eh ben on agresse, c'est ça? Il y a la volonté de faire souffrir, il y a la volonté de faire souffrir des gens qui sont pas de votre culture et qui sont pas de votre origine, et il y a, comme on peut le dire, mais effectivement l'expression qui est affreuse, tout ce qui tombe sous la main, quoi. À partir du moment où la personne est aveuglée par la frustration sexuelle, c'est le premier qui passe, il y a droit, quoi. C'est un peu ça. Je pense pas qu'il y en a qui se réveillent le matin en disant je vais aller chercher spécifiquement une dame de 95 ans pour la violer, mais à partir du moment où on est entré dans l'EHPAD ou dans l'appartement pour y récupérer de quoi bêtement se nourrir ou alors acheter de la drogue ou n'importe quoi, ou se nourrir, une vieille dame sur place, et l'expression est affreuse, mais en termes de justice, on appelle ça un effet d'aubaine, quoi. Rien de plus. Mais alors Xavier Hofer, on le dit toujours, on revient toujours là-dessus. Que peut-on faire? Que faut-il faire? C'est une antienne. On a l'impression de répéter ça des centaines de milliers de fois. Vous parliez justement de contrôle. Vous avez employé l'expression vaguement et qui est effectivement l'expression presque une litote, je dirais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Il faudrait. C'est quoi? C'est sur une question de contrôler beaucoup plus l'immigration. C'est une question de contrôler qui vit là. C'est quoi? Monsieur Berkoff, c'est enfantin. Il faut et il suffit, pour que ça s'arrête, d'appliquer le code pénal. Nous avons en France un code pénal. Tout ce dont on a parlé depuis tout à l'heure est sévèrement, naturellement, proscrit par le code pénal et entre dans la liste des infractions les plus graves. C'est-à-dire s'en prendre à des personnes fragiles, ceci, cela, agression sexuelle, tout ce que vous voulez, c'est naturellement très sévèrement réprimé. Mais à l'heure actuelle, le code pénal n'est plus appliqué. J'étais en train de collationner des faits là qui remontent à quelques mois. Un individu qui trafique de la drogue, qui est trouvé avec 300 grammes de cocaïne sur lui, qui est trouvé chez lui avec un fusil d'assaut et puis des munitions, des milliers d'euros, qui est multirécidiviste, il passe devant le tribunal, il sort libre. C'est ça la réalité au quotidien. Donc le problème, c'est que le code pénal n'est pas appliqué, n'est pas suivi et n'est pas respecté. C'est ça. Mais c'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Il faut, si on veut, c'est simple. Je prends tous les paris du monde. Si demain, un gouvernement demande à sa police et à sa gendarmerie et à sa justice fermement respecter l'état de droit, eh bien, les policiers et les gendarmes, ils sont prêts. J'en vois souvent, ils me le répètent. Qu'on nous donne des ordres et vous verrez que ça va changer. Après ça, reste bien entendu le problème de la justice. Le problème de la justice est d'une autre nature. Dans la justice, il y a, pour un magistrat qu'on dit gauchiste, vous savez, acquis aux idées anarchistes, mais c'est les gentils qui sont les méchants et les méchants qui sont les gentils. Il y en a une énorme majorité qui sont débordés. Je connais des magistrats, j'en ai formé pendant des années à l'Institut de criminologie. J'en connais un qui récemment me disait, pour rendre sereinement la justice, quand on rend trop vite et mal la justice, il y a des erreurs judiciaires, naturellement. Donc, il faut que les magistrats rendent sereinement la justice. Pour rendre sereinement la justice, je devrais avoir 30 dossiers sur mon bureau, j'en ai 300. Autre chose dont on ne parle jamais, il y a une liste, un volume, un livre sur toutes les infractions du code pénal. C'est-à-dire que tous les 5 ans, à peu près, les magistrats reçoivent un bouquin qui s'appelle « Nomenclature des infractions », etc. Entre 2017 et 2022, cet ouvrage a doublé de volume. On est passé de 1500 pages à 2200 pages. Sans un ordinateur de plus,
sans une secrétaire de plus, sans un greffier de plus, sans un logiciel de plus pour la plupart des cas. On a une justice de clodo. C'est pas de la faute des magistrats. Ils la subissent, cette réalité-là. Oui, Xavier Hofer, ce que vous dites, c'est ce qui est terrifiant, ce constat absolument total, alors qu'on dépense des millions ou des milliards vers telle ou telle ou telle ou telle chose, alors qu'on manque de volonté au niveau de la tête, et vous dites les autres sont prêts à exécuter. Ça veut dire que vraiment, c'est un constat d'impuissance assez terrifiant. Merci Xavier Hofer, on en reparlera. Merci Xavier Hofer d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans un instant avec André Berkoff, les pères, les U et les bravos. On ira voir ce qui se passe du côté de l'Équateur. On parlera de Gabriel Attal et du coup des anciens premiers ministres. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Non. Noël, c'était pas le 25 décembre. Noël, c'était hier. Hier, nous avons tous chanté « Il est né le divin enfant ». Le divin enfant a apparu, et lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Gabriel Attal est venu, il a vu. On va voir s'il a vaincu ou s'il va vaincre, c'est autre chose. Le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la République a déjà suscité beaucoup de réactions. D'abord, il se disait, mais dans les esprits grincheux, chez les esprits grincheux, que Bruno Le Maire et Gérald Darmanin n'étaient pas très contents. Non, ils voulaient pas, on en a beaucoup dit, qu'ils voulaient pas de Bruno Le Maire. Mais c'est pas vrai. Regardez les tweets. Bruno Le Maire, félicitations, cher Gabriel Attal. Je n'ai aucun doute sur l'engagement et la force que tu mettras au service des Françaises et des Français. Je suis heureux pour toi. Respect et amitié. Voyez, voilà, c'est encore une fois des malfaisants et des gens vrais. Et Gérald Darmanin, on disait qu'il n'était pas content. Gérald Darmanin, pas du tout. Félicitations à Gabriel Attal. Je souhaite une pleine réussite au service des Français. Bon, alors là, voilà, tout va bien. Vous voyez, c'est toujours des gens qui colportent des ragots. Alors Jean-Luc Mélenchon, évidemment, là, on comprend que lui, effectivement, il est opposé. Attal retrouve son poste de porte-parole, la fonction de Premier ministre disparaît, comme si elle n'avait pas disparu depuis longtemps, mon cher Jean-Luc Mélenchon. Le monarque présidentiel gouverne seul avec sa cour. Malheur au peuple dont les princes sont des enfants. Voilà. Il retrouve un côté effectivement évangélique, notre ami Jean-Luc. Et puis, alors ce qu'on va se dire quand même, parce qu'on le connaît, pourtant on l'avait entendu, Gabriel Attal, il a été secrétaire d'État, il a fait beaucoup de choses, en tout cas dans le gouvernement, dans les institutions, etc. Et rappelez-vous ce qu'il disait, effectivement, sur le nucléaire en 2019. Mais écoutez, je veux dire, il a raison, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Écoutez sur le nucléaire ce qu'il disait. Et puisqu'on parle du nucléaire, on réduit la part du nucléaire dans notre mix énergétique. On le fait comment ? En développant les énergies renouvelables. On a un objectif qui est très clair, qui est assumé, c'est que dans 10 ans, on veut que 32% de notre consommation d'énergie vienne d'énergie renouvelable. Ouais. Et on réduit la part du nucléaire, vous savez, et nous, on dit et on fait. Vous avez le précédent président de la République qui a été élu en disant je vais fermer la centrale nucléaire de Fessenheim. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, la centrale est toujours en marche. Nous, on fait le travail et on fait le travail avec les salariés. Gabriel Attal, les écologistes sont pas contents. Les écologistes pensent pas ça du tout. Alors justement, vous savez, qu'il y ait des personnes qui veuillent qu'on aille plus loin et plus fort, mais je trouve ça totalement normal. Et d'ailleurs, c'est le rôle aussi d'un certain nombre d'ONG de toujours alerter. Oui, non, mais ça, voilà, le nucléaire, oui, on va le réduire. Fini, c'est fini. Là, il a compris, même son président de la République bien aimé, le nucléaire, on repart. D'ailleurs, actuellement, qu'est-ce qui marche à fond ? La centrale à charbon de Saint-Avold. C'est quand même intéressant, ça marche à plein gaz, c'est le cas de le dire. Et sur le Covid, puisqu'on en parlait bien tout à l'heure avec Jean-Dominique Michel, très vite. Alors, qu'est-ce qu'il disait en janvier 2022, Gabriel Attal ? Écoutez. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui ? Qui gâche la vie de nos soignants qui, depuis 2 ans, sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui, aujourd'hui, sont essentiellement non vaccinés ? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Qui gâche la vie de nos commerçants, de nos restaurateurs, de nos théâtres, de nos cinémas, qui depuis 2 ans vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand ils n'ont pas été fermés. Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Qui gâche la vie de nos personnes âgées,
qui sont contraintes de vivre dans la solitude, dans la peur face à une épidémie. Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Alors moi, je vais vous dire les choses. Nous avons toujours dit les choses extrêmement clairement. Et nous continuerons à les dire clairement. Et je vais vous dire que les propos du président de la République me semblent très en deçà de la colère d'une très grande majorité des Français face à ce choix qui est fait de s'opposer au vaccin. Eh bien voilà, face à ce choix, alors est-ce que 2 ans après, le Premier ministre, 2 ans exactement après ces déclarations, est-ce qu'il dirait la même chose, mais tant qu'on sait ce qu'on sait? On va en parler sur cette autopsie d'un désastre. Eh bien, écoutez, souhaitons quand même beaucoup de chance à Gabriel Attal. Souhaitons-nous, surtout, nous, beaucoup de chance, parce que c'est ça, c'est nous qui comptons, n'est-ce pas? On marque une courte pause après les informations de 13h. C'est vous qui aurez la parole pour poser toutes vos questions à Jean-Dominique Michel, qui est notre invité aujourd'hui. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h04 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face aujourd'hui avec Jean-Dominique Michel, anthropologue et surtout auteur de ce nouveau livre Autopsie d'un désastre, mensonges et corruption autour du Covid. C'est publié aux éditions Résurgence. Bonjour Jean-Dominique Michel. Bonjour. Alors je reçois aujourd'hui un dangereux complotiste. Vous savez, celui qui a fait... Vous savez, comme on recevait... Je me rappelle d'ailleurs que quand la première fois que j'ai reçu... Didier Raoult qui a préfacé votre livre, on m'a dit mais enfin tu peux pas recevoir Didier Raoult, c'est pas possible, ou Christian Perron, ou ces gens-là. Je dis mais pourquoi je peux pas le recevoir? Moi je ne suis pas médecin, mais je peux interroger des gens qui après tout ont été vaccinologues à l'Union européenne pendant 15 ans comme Perron, qui a été directeur à l'hôpital de Garches, Didier Raoult qui est l'épidémiologue ou en tout cas le microbiologiste que l'on connaît, qui a le plus citation effectivement là, non. Ah non, c'est complotiste. Attention, je précise, on m'a pas dit ça ici à Sud Radio, on m'a dit ça autour en disant effectivement ça ne se fait pas, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a une voix qui n'était pas la voix de la science, qui était la voix d'un certain nombre. Et Jean-Dominique Michel, je voudrais commencer par ça, parce que je rappelle que vous êtes anthropologue, vous êtes expert en santé publique, vous êtes un spécialiste déterminant de la santé. D'ailleurs, j'adore de la salutogénèse. Vous allez m'expliquer que c'est la salutogénèse, ça j'avoue que j'aimerais être salutogénésien, ça me plaît comme un truc. Et donc, vous écrivez Autopsie d'un désastre, mensonges et corruption autour du Covid. Et effectivement, entre ce qu'on pouvait entendre il y a encore 3 ans, même pas 2 ans et demi, 3 ans, et ce qu'on entend aujourd'hui, il y a quand même une espèce de, je dirais presque d'abîme, une espèce de, c'est complètement étonnant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que je crois que le bon sens populaire et la plupart des gens, mais les classes plus intellectuelles ont plus de peine à prendre compte de cette réalité, se sont aperçus que ce qu'on nous avait dit au sujet de l'épidémie était faux et que ça avait orienté la perception de l'opinion publique dans une direction qui n'était pas juste. Alors c'est vrai que ça a mis du temps pour qu'un certain nombre de personnes atterrissent, mais un des experts que je cite dans le livre, Martin Kulldorff, qui était à l'université de Harvard à l'époque, dit « J'ai eu très peur quand j'ai entendu parler de cette pandémie pendant 10 minutes ». Ah bon? C'est le temps que ça lui a pris pour voir la réalité des chiffres et s'apercevoir dès le mois de février 2020 qu'on était face à un événement épidémique d'intensité moyenne, comparable à ce qu'on connaît année après la grippe. Avec la grippe, donc la question qui se pose, c'est comment en est-on venu à nous faire croire que nous faisions face à quelque chose d'exceptionnel? Une pandémie voilà, qui allait tuer des dizaines de millions de morts. Enfin, alors que d'après tous les indicateurs qu'on avait déjà à disposition à l'époque, un autre exemple que je pourrais donner, Arnaud Fontanet, qui est épidémiologiste à l'Institut Pasteur et qui a été coopté au sein du conseil scientifique présidé par Delfrécy, en février 2020, écrit dans Le Monde, le Covid est moins létal que la grippe. Donc on a déjà en février 2020 tous les indicateurs qui nous permettent de ne pas paniquer.
Or, il y a une panique collective qui a été orchestrée, qui a été organisée, et donc c'est là où mon analyse intervient. Qu'est-ce qui a fait qu'on est parti dans une direction aussi insensée? Oui, c'est ce que vous racontez, c'est presque un livre qui se lit comme un thriller, quoi. C'est vrai, comment on a organisé, en fait, c'est un désastre organisé. Et c'est ce qu'on peut dire, ce que disait Lucien Cerise quand il parlait gouverner par le chaos. Est-ce que ça a été, en fait, une gigantesque entreprise de management par la peur? Oui, absolument. Et avec un motif, alors qui, moi, m'a beaucoup intéressé, étant donné que c'est mon domaine d'expertise, c'est un renversement complet de la science. Qu'est-ce qui a fait que des gens comme Christian Piron, Didier Raoult ou moi-même qui avons rappelé l'état de la science et des bonnes pratiques, celles qui figuraient dans les plans pandémie, celles qui figuraient dans le plan pandémie de l'OMS en 2019, qui disait il ne faut surtout pas confiner, il ne faut surtout pas masquer, il faut surtout laisser les médecins généralistes soigner avec les moyens du bord et les molécules qu'ils ont à leur disposition. Qu'est-ce qui fait qu'en l'espace de quelques semaines, on a totalement invalidé toute la bonne science et les bonnes connaissances, on a prétendu des choses qui étaient juste complètement aberrantes, et avec ce bloc de tous les experts médico-politiques qui ont adhéré à quelque chose qu'ils auraient dû savoir être insensé, étant donné qu'ils avaient quand même des connaissances en la matière. Oui, et c'est ça qui est très... Vous décrivez d'ailleurs dans votre livre, c'est très intéressant, le mécanisme, parce que, il faut le rappeler, c'est un mécanisme à l'échelle mondiale qui s'est passé. C'est quand même la première fois dans l'histoire qu'on assiste à cette espèce de formidable panique. On voyait ça dans les films de science-fiction, hein. Il y a eu beaucoup de films, effectivement, mais on se disait, oui, c'est de la science-fiction, c'est bien, c'est le soleil vert. Et au fond, c'est quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que ce modéliste venu de Londres, au goût étrange venu d'ailleurs, monsieur Ferguson, est venir dire à tous les gouvernements de la planète, en tout cas aux chefs de gouvernement, ça va être terrifiant, ça va être... Et tous l'ont suivi. Et ils sont allés au laboratoire en disant, le vaccin, vite, vite, vite. C'est un peu ça qui s'est passé. Absolument. Et comme vous le dites, ça a été un management par la peur, mais même par la terreur. Parce qu'en fait, donc, toutes les caractéristiques de ce virus, il y a eu une épidémie de SARS-CoV-2, il n'y a pas lieu de le nier, mais en termes épidémiologiques, elle était d'intensité faible à moyenne, comparée à la grippe. On est absolument sûr de ça, parce qu'il n'y a pas eu de... Oui. Non, vraiment... ça c'est établi par John Ioannidis, qui est considéré comme étant la référence en matière d'épidémiologie. C'est les évaluations qui comptent pour l'OMS, donc elles sont totalement acquises aujourd'hui. D'accord. Et notamment cette réalité qu'en dessous de 70 à 80 ans en bonne santé, vous ne risquez rien de différent qu'aucune autre année. Donc, en fait, à partir de cette réalité très rassurante, on a réussi à faire croire à la population, mais les médias ont vraiment mis en œuvre une batterie de propagande que je décrypte et que je cite dans le livre, pour faire croire qu'au fond, on était tous à risque, quel que soit notre âge. Qu'il y avait des bébés qui mouraient, des enfants qui mouraient, des jeunes qui mouraient, des gens en bonne santé qui mouraient, ce qui était faux. Ce qui était absolument faux en termes statistiques. Après, il peut y avoir des cas exceptionnels où ça arrive, mais en termes statistiques, c'était faux. Et donc, on a littéralement terrorisé la population en lui faisant croire que chacun d'entre nous étions en danger de mort. Et c'est un sentiment qui est tellement fort sur le plan des ressentis humains que quand vous faites croire à quelqu'un qu'il est en danger de mort, vous pouvez le manipuler dans n'importe quelle direction. Il est sidéré, il est tétanisé, il acceptera tout. Et là, il y a eu un détournement d'attention très caractéristique en ingénierie sociale, mais c'est qu'on a désigné des groupes qui essayaient de rappeler à la raison comme étant ceux qui mettaient en danger la population. Donc c'est l'extrait que vous avez cité de Gabriel Attal, où il dit « ce sont les non-vaccinés qui mettent en danger les autres ». C'était parfaitement faux. Et vraiment, c'est presque beau d'exhumer toute cette réalité. Rachel Walensky, qui était la directrice du CDC, donc la haute autorité de santé américaine. Center of Disease Control. Exactement. Était informée de cela en janvier 2021. Elle reçoit des notes disant « ça n'empêche pas la transmission ». Et de janvier 2021 jusqu'en septembre 2021, elle passe sur toutes les chaînes de télévision pour dire « il n'y a qu'en se faisant injecter que l'on se protège de contaminer les autres », quelque chose qu'elle savait parfaitement être faux. Et là, donc pendant 8 mois, elle a prêché le faux pour dissimuler le vrai. Exactement, mais comme le Conseil scientifique en France, comme l'Office fédéral de la santé publique en Suisse. Donc on est à ce moment-là dans ce mensonge d'État qui émerge. Et j'imagine, sur le plan psychologique, pour ceux qui l'ont mis en œuvre, le fait qu'ils se sont enfoncés de plus en plus dans le mensonge. Et c'est quelque chose que même le mari qui trompe sa femme connaît sur le plan de ressort psychologique, c'est qu'une fois qu'on commence à partir dans cette direction, révéler le poteau rose serait trop coûteux
sur le plan politique, et donc on délire de plus en plus, mais avec une nécessité d'entrer dans des mensonges de plus en plus gros, et c'est là où aujourd'hui il y a quand même un découplage, mais entre des autorités qui restent prises dans le même bonimentage, et une population qui, elle, comme dirait notre ami Michel Maffezoli, que vous invitez souvent, dit cause toujours, j'ai quand même compris de quoi il s'agit. Ouais. Et alors justement, et c'est très intéressant, vous le racontez dans votre livre, cette espèce d'évolution. On va en parler tout de suite après cette petite pause. Et qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Je crois que c'est très important de détailler la chose, parce que encore une fois, c'est un événement, et c'est pour ça que votre livre est très intéressant de ce point de vue. C'est un événement absolument mondial, planétaire, qu'on n'avait jamais connu. On en parle tout de suite. C'est Céline Alonso, je vous souhaite une très bonne année 2024 avec Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Elle. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Autopsie d'un désastre. Jean-Dominique Michel, mensonges et corruption autour du Covid, qui vient de paraître aux éditions Résurgence. D'ailleurs, on le rappelait, la maison d'édition qui a publié le très très bon bouquin de Robert Kennedy sur Fauci, etc. Alors, on va peut-être un peu justement tirer les fils de la pelote, Jean-Dominique Michel, parce que il y a des tas de niveaux. Il y a le niveau, on écrit, voilà, il arrive quelque chose de terrible, le confinement. Alors le confinement, moi j'aimerais qu'on s'arrête sur le confinement. L'enconfinement, je rappelle, parce que à la fois c'est à l'anthropologue, au citoyen que je parle, à l'essayiste, c'est que non seulement il y avait le confinement, donc on pouvait plus sortir, on pouvait plus voir son médecin, d'ailleurs le médecin n'avait plus à nous voir, et puis il fallait signer nos propres attestations. C'est-à-dire que moi je signais mon propre emprisonnement ou ma propre libération conditionnelle. C'est quoi ça ? Ça correspond à quoi ? Eh bien, c'est là où précisément c'est passionnant, parce qu'il y a deux principes cardinaux dans la gestion des épidémies respiratoires, c'est vous laissez les médecins généralistes soigner les malades, et vous laissez la société vivre le plus normalement possible. C'est ce qu'ont fait la Suède et la Norvège, qui ont dit, nous n'appliquons que les mesures validées scientifiquement, la seule qui a un impact, c'est de se laver les mains régulièrement et d'aérer les locaux, nous n'imposons rien d'autre. Et on voit aujourd'hui qu'ils ont eu les meilleurs résultats de toute l'Europe. Et on savait, ça faisait partie de tous les manuels d'épidémiologie. Moi, j'ai parié une caisse de champagne à quiconque me trouvait un plan pandémie où il y avait le confinement généralisé de la population en bonne santé ou le port du masque. Ça n'existe pas. Parce qu'on sait depuis des décennies que ça empire les choses. Et d'ailleurs, souvenez-vous, les médecins de plateau nous expliquaient il faut confiner pour tasser la courbe. Vous vous souvenez de ça ? Oui, bien sûr. Oui. Sinon, on va avoir un pic. Alors, qu'est-ce qu'on observe ? Tous les pays qui ont confiné ont eu des pics, et les pays qui n'ont pas eu confiné ont eu des courbes aplaties, parce que c'est comme ça dans la réalité. Donc, en fait, on a substitué à une science très solide et à des choses qu'on savait devoir faire, que Christian Perron, qui a piloté la réponse de la France aux épidémies pendant 12 ans, a rappelé, avant de se faire tirer dessus à boulet rouge. Et puis, on a substitué quelque chose de complètement absurde, mais qui, et ça c'est l'autre caractéristique intéressante, bien sûr avec quelque chose de totalitaire. Parce que le confinement, c'est quoi ? C'est vous séquestrer à domicile. C'est l'assignation à résidence avec ces systèmes complètement absurdes et toxiques où vous devez vous faire une attestation qui sera vérifiée par autrui. Et en fait, ce qu'on voit avec 4 ans de recul, c'est que cette catastrophe qu'on a générée, si on avait appliqué les deux principes cardinaux, on aurait traversé ça sans dommage. Ça n'aurait pas été pire que la grippe d'une autre année. Sans parler des catastrophes économiques, des fermetures de tout, de tous les lieux de vie, de restauration, même, enfin tout. Ça, avec les produits alimentaires et encore qui étaient protégés. Alors justement, c'est une volonté au fond, parce que je suppose il n'y avait pas quand même, on ne va pas leur attribuer tous les péchés, il n'y avait pas l'envie de véritablement séquestrer, il y avait quoi, l'envie de protéger ou l'envie de se dire écoutez, voilà, on nous dit que ça va se passer comme ça, vous les croyez sincères dans leur désir de protéger ou il y avait autre chose? Alors la réalité est complexe et je vous remercie, il faut mettre beaucoup de nuances. Tout à fait. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un plan prémédité, il y a eu des répétitions générales, on voit aussi, ça c'est le 2e tome du livre que je publierai au mois d'avril, qu'il y a des instances qui ont été créées pour précisément préparer le terrain à la substitution à la bonne science et des bonnes pratiques de choses complètement délirantes. Et notamment des officines du département militaire américain,
en lien avec l'OMS. Donc il y a eu tout un travail de terrain pour que le moment venu, Macron et ses homologues dans d'autres pays puissent déclarer « nous sommes en guerre, l'ennemi rôde, il est redoutable », ce qui est de toute manière un message délirant en termes de santé publique. C'est pas comme ça qu'il faut présenter un épisode qui, par hypothèse, pourrait être grave. Et ça, effectivement, qu'une fois qu'on relève ce motif et que l'hypothèse de la maladresse ou de l'erreur n'est plus possible qu'un 4 ans après, qu'on se soit trompé ou qu'on ait tâtonné dans un premier temps. Oui, ce qui est possible. Accordons-leur le bénéfice du doute au départ. Mais 4 ans après, non. Je veux dire, il y a vraiment une intention délibérée. Et là, donc, la question suivante, c'est qui a orchestré tout ça et à quelle fin? Et en ce qui me concerne, il y a 2 motifs saillants. Le premier, c'est celui de l'escroquerie, du hold-up sur les finances publiques. Et vous voyez le nombre de doses de vaccins qui ont été commandées dans les différents pays, c'est insensé. C'est l'équivalent de 10 ou 12 injections par personne. Non, ils en jettent, on va en parler avec Virginie Geron du Parlement européen, ils en jettent des milliards par jour, enfin pas des milliards par jour, des dizaines de milliers, etc. de doses. Tout à fait. Elles sont périmées, oui. Il y a un motif que la plupart des gens ignorent et qui est choquant quand on ne le connaît pas, c'est que le domaine de la santé aujourd'hui est totalement affecté par une corruption généralisée. Vraiment, vous êtes... je sais, vous l'affirmez dans votre livre. Non, ça n'est pas moi qui l'affirme. Ça n'est pas moi qui l'affirme. C'est le centre d'éthique de Harvard, c'est les sociétés médicales, c'est les meilleures revues médicales, c'est la Commission européenne en 2014 qui rappelle la corruption est généralisée dans le domaine de la santé. Et comment alors on voit ce qu'ils font 6 ans plus tard. Et comment ça se passe alors? Et ça se passe que par les systèmes de financement qui sont mis sur pied, en fait, l'industrie pharmaceutique a infiltré, et ça n'est pas une thèse complotiste, c'est le rapport de la Chambre des communes britannique en 2005 qui le pose, le professeur Philippe Evin l'a souvent mentionné, qui dit que l'industrie pharmaceutique a infiltré tous les centres décisionnaires. Et notamment partout. Et notamment avec ce principe et ce processus des portes tournantes qu'on connaît bien, l'actuelle directrice de l'Agence européenne des médicaments est l'ancienne chef des lobbies des pharma à Bruxelles. Et donc, c'est les gens de l'industrie qui viennent dans ces agences qui sont censées protéger la population et qui, en fait, ouvrent des lignes de crédit illimitées à l'industrie pharmaceutique qui, rappelons-le, est la première ou la deuxième au monde. Ils se tirent la bourre avec le complexe militaro-industriel en termes de chiffre d'affaires. Donc, on est face à des sommes monumentales. Ouais. Et ce que la plupart des gens, effectivement, peinent à comprendre, c'est que tous nos systèmes de santé sont aujourd'hui captifs de ces intérêts privés. Et avec une complicité nécessaire de tous ceux qui sont inscrits dedans, parce que si vous osez ouvrir votre gueule pour parler français par rapport à ça, eh bien votre carrière est finie. Et on voit effectivement jusqu'où ils sont allés. Pensons à Amin Umlil, docteur en pharmacie, juriste, qui a rappelé ce que c'est que le consentement libre et éclairé. Il était tout à fait juste dans ses analyses, il s'est fait révoquer. Donc aujourd'hui, toute personne qui sort du rang se fait démolir, et donc évidemment que ça assure le fait que tout le monde est complice. Et puis après, évidemment que dans les complicités, je suis convaincu que l'immense majorité des médecins sont sincères. Ils croient vraiment que le vaccin était utile. Ils n'ont pas lu la science, ils n'ont pas lu les études, et ils n'ont notamment pas vu que les études Pfizer étaient trafiquées. Mais c'est quand même étonnant pour des médecins, et effectivement, je suis comme vous, je crois que la majorité, ce sont des gens effectivement dévoués à leur cause, au serment d'Hippocrate et à noli me tangere, mais quand même, il y a quelque chose de très étonnant, Jean-Dominique Michel, c'est que je veux bien que l'industrie pharmaceutique et ses milliards corrompent, mais il n'y a pas eu dans les allées du pouvoir ou des pouvoirs des gens pour dire attendez, ça va pas, là il y a un problème qui va pas. Hein, Oui. Et d'ailleurs, ce qui est aujourd'hui l'Agence nationale de la santé, de la sécurité du médicament, la NSM, connaît des scandales à répétition, et après chaque scandale, on change les têtes, on essaye de rafistoler les choses, mais tant que le système ne bouge pas, dans les faits, il s'empire. Et d'ailleurs, il y a une preuve évidente, qui est que la crise H1N1 de 2009 avait déjà dévoilé tout un ensemble de dysfonctionnements majeurs, qu'un très bon rapport d'enquête du Sénat avait mis en lumière. Et je dis souvent qu'un rapport d'enquête, ça vise à corriger les choses. Or, ce qu'on a vu dans l'intervalle, c'est que ça a servi à faire exploser tout ce qui avait permis de résister à l'opération crapuleuse en cours à cette époque. Donc la première hypothèse, c'est qu'il y a un racket des finances publiques avec la complicité de nos gouvernants, et ça, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de doute à avoir.
Maintenant, l'autre hypothèse, elle est plus dérangeante, c'est que la crise du Covid s'inscrit dans une succession de crises qui toutes ont comme caractéristique de réduire les droits et libertés et de faire émerger une gouvernance mondiale dont d'ailleurs le président Sarkozy avait dit que nous n'y échapperions pas. Et on voit des gens comme Klaus Schwab et le Forum économique mondial qui n'ont aucune légitimité démocratique dire, ils le disent explicitement, les élections ne servent à rien, on sait quel en sera le résultat. Nous, banquiers, hommes d'affaires, richissimes, savants de ce monde, savons mieux que les populations ce qui est bon pour elles. Nous sommes le camp du bien. Nous sommes le camp du bien, mais ils disent explicitement qu'ils ont l'intention de prendre le pouvoir sur la vie des populations, la détermination des populations, et quand nous permettons de le répéter, on se fait traiter de complotistes. Et oui, et là, il y a beaucoup de gens qui vont dire, Jean-Dominique Michel, le vrai complotiste, Schwab, Gates, ce qui est vrai aussi, enfin, il faut le rappeler, je dis ça pour les auditeurs, qui sont les plus gros financiers de l'OMS, c'est Bill Gates, lui, et la fondation Bill et Melinda Gates, en troisième après les États-Unis. Enfin, donc, c'est quand même intéressant, quand même, ces liens. Hein. Et je me permets de mentionner, Politico et Die Welt, qui sont des médias assez crédibles, avec leurs cellules d'enquête, ont cherché à savoir qui avait piloté réellement la réponse mondiale au Covid. Ils sont arrivés à la conclusion, c'est Monsieur Gates, qui a investi plusieurs dizaines de milliards avec ses fondations, qui s'est substitué aux États et a organisé une réponse uniforme d'une manière que les gouvernements n'ont pas contrôlée. Et ça, c'est pas Jean-Dominique Michel, complotiste ou pas, qui le dit, c'est Die Welt et Politico. Donc il y a vraiment des phénomènes très inquiétants qui sont en train de se dérouler et je trouve que c'est très très important d'en parler. Absolument, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs. On continue cet entretien dans un instant avec vous. Vous aurez la parole 0826 300 300. Jean-Dominique Michel est notre invité. À tout de suite sur Sud Radio. Et vous nous appelez. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Problème est de savoir s'il s'agit de l'autopsie d'un désastre ou du désastre des autopsies quand elles sont mal faites, hein, notamment au niveau des morts. Et que provoque la mort? Est-ce que c'est le Covid ou est-ce que c'est quelques comorbidités quand on a 80-85 ans? Vraie question, vrai livre que je vous recommande vraiment, de Jean-Dominique Michel, parce qu'il raconte beaucoup de choses, il dit beaucoup de choses, beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé. Maintenant 4 ans, on a 4 ans de recul, tout commence à sortir. Et simplement, Jean-Dominique Michel, je voudrais quand même vous dire, oui, mais on dit tout ça sur les vaccins, etc. Mais enfin, des milliards de gens ont été vaccinés, et il n'y a pas eu ni des milliards, ni des dizaines de millions de morts. Donc, ça a marché, le vaccin. Eh bien si, et c'est là où la question d'échelle, en fait, se retourne. Actuellement, on évalue de manière relativement conservative à 1 cas sur 800 les effets graves de l'injection anti-Covid. Sur 800 injections, il y en a une qui déclenche un effet grave. Un effet secondaire ou autre. Il faut savoir qu'il y a des vaccins qui ont été retirés du marché il y a quelques années parce qu'il y avait un signal d'un effet grave sur 10 000. Donc on est dans une échelle qui, contrairement à ce que les autorités disent, est complètement alarmante. On sait qu'il y a une sous-déclaration très importante des cas d'effets secondaires parce que c'est laissé en fait à la responsabilité de chacun. Et on sait qu'il y a que... Chacun peut s'adresser à la pharmacovigilance, mais il faut qu'il le fasse. Voilà. Et on sait qu'il y a que 2 à 5% des problèmes qui sont rapportés. Et donc en fait, les chiffres sont écarlates partout. Et totalement inhabituel par rapport à ce qu'on connaît, avec après, bien sûr, une très grosse résistance médiatico-politique quant au fait de reconnaître qu'il y a des effets graves qui se sont produits. Et il y a eu quelques décisions récemment, dont celle concernant Madame Morissette Doyer, qui avait développé un cas de Professeur Jacob. Et on se souvient de votre ami Olivier Véran, grand menteur devant l'Éternel, à l'Assemblée nationale, professant devant la représentation nationale, il est impossible qu'il y ait des cas. Et au fond, vous voyez, c'est ça la dynamique du mensonge. Quand, en janvier 2021, les autorités disent « l'injection est sûre et efficace », il n'y a aucun moyen de le savoir. On ne le sait pas. On peut l'espérer, mais on ne peut pas le dire si on est responsable de sa parole publique. Et d'ailleurs, on ne peut pas l'affirmer, vous voulez dire. Pas l'affirmer. Parce qu'on induit la population en erreur. Et on a vu malheureusement la réalité des effets secondaires arriver. Alors, en proportion, quand on fait un essai sur quelques milliers de personnes, quand il y a quelques cas de décès, on arrête.
Ici, c'est sur quelques milliards de personnes, mais il y a eu quelques millions de décès. Donc on est exactement dans les mêmes ordres de grandeur, et ces sécurités qui existent naturellement dans les expériences médicales ont complètement explosé, parce que, et votre ami Véran l'a aussi dit et redit de manière totalement frauduleuse, il a dit, on n'est plus dans la phase 3 alors qu'on y est encore jusqu'en février-mars de cette année. Donc on a complètement enfumé la population en lui faisant croire que c'était un vaccin comme les autres, ce qui n'est pas vrai, c'est une nouvelle technologie qui présente tout un ensemble de risques, et avec des indicateurs d'effets nocifs massifs qui ont été totalement gardés sous silence. Et alors justement, on arrive à cette période-là où les gens commencent à bouger, mais les gens qui contestaient cela, ont été extrêmement attaqués. Vous-même, en Suisse, vous avez été très attaqué. Vous me racontiez qu'il y a eu même des émissions sur et contre vous, c'est ça ? On a tous été déchus d'une position d'honorabilité que nous avions jusque-là, mais à des points inimaginables. Moi, je suis relativement, je suis un anthropologue de terrain honnête, mais Didier Raoult, je me permets quand même de le rappeler, c'est le numéro 1 mondial de la microbiologie. C'est un type qui a révolutionné son domaine, qui a découvert des nouveaux types de virus, qui a fait des découvertes fondamentales, des bestioles microbiologiques portent son nom. C'est une référence absolue. C'est le Zidane ou le Messi de la microbiologie. Oui, on pourrait vous répondre qu'il peut se tromper aussi sur d'autres domaines. Oui, absolument. Et ça, vrai, ça a été l'intoxication. C'est-à-dire que, en fait, le ciblage a été très précis sur les différentes personnes, et pour les gens très compétents dans leur domaine, comme Raoult, Perron ou Alexandra Henrion-Caude, on a fait croire qu'ils étaient devenus mégalomanes et qu'ils ne tenaient plus compte de la science. Maintenant, l'ancien directeur de l'école de santé publique de l'Université libre de Bruxelles, c'est quelqu'un qui connaît la santé publique, commentant les émissions que Didier Raoult publiait chaque semaine sur YouTube, disait c'était des leçons de science. C'était d'une intelligence, d'une précision. Il a dit un ensemble de choses avant tout le monde. Et de cette précision et de cette pertinence dans l'analyse, on a réussi à faire croire que ce monsieur se mettait à délirer. Et là, on a ce motif inversé extraordinaire qui est qu'en fait, la société a déliré, les gouvernants ont déliré, les médecins de plateau ont déliré, mais probablement parce qu'ils sont payés à cette fin. Il y a quand même de l'escroquerie véreuse. Il y a quand même des conflits d'intérêts dans ce domaine. Existe, oui. Et plus que ça, des versements massifs sur des comptes occultes dans des paradis offshore pour un certain nombre d'entre eux. Vous êtes sûr de ça ? Ah oui, c'est parfaitement documenté. Ah oui. Tout à fait. Alors, il y a aussi des naïfs qui participent benoîtement au truc, mais il y a aussi des gens, qui touchent des millions de dollars pour enfumer la population. Et donc, on a vraiment fait croire que des gens qui étaient d'authentiques experts et qui avaient gardé la tête froide, et je dis souvent, si on avait eu Perron, Raoult et Toubiana, l'épidémiologiste en charge, mais on aurait géré ça comme une fleur. Vraiment. Et c'est tout ce que l'analyse rigoureuse des données montre de manière absolument indiscutable. Oui, mais ce n'était pas eux qui étaient là. Juste un mot là-dessus, Jean-Dominique Michel. Il se passe aussi aux États-Unis où il y a des contre-pouvoirs très forts, beaucoup plus forts, il faut le dire, qu'en Europe, en tout cas que chez nous en France. Il y a quand même des réactions. Un État comme la Floride a banni, en tout cas, le vaccin. Mais au-delà de ça, est-ce qu'aujourd'hui, ça va jusqu'à la Cour suprême? Enfin, les jugements, les plaintes, etc. se multiplient. Où on en est de ce point de vue? Alors, il y a plusieurs procédures en cours. Une des plus intéressantes, c'est une procédure des États de la Louisiane et du Missouri contre la Maison-Blanche et l'administration fédérale pour avoir censuré de la science de qualité sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, Twitter, etc. Et donc, certains épidémiologistes comme Jay Bhattacharya et Martin Kulldorff se sont associés à la plainte et les juridictions ont donné raison aux plaignants en disant c'est une violation intolérable du droit à la liberté d'expression. D'autant plus que c'est des très bons experts qui publiaient de la science de qualité. Mais la Maison-Blanche a porté le cas jusqu'à la Cour suprême avec un argumentaire qui est quand même intéressant, qui consiste à dire nous devons avoir la possibilité au besoin de censurer de la science de qualité qui arrive à des résultats vrais pour les impératifs de santé publique que nous poursuivons. Carrément, ils ont dit ça. Ah oui, carrément. On peut censurer, ou on doit censurer la science au nom de l'intérêt suprême de l'État. Exactement, et notamment dans ce train très infantilisant dans lequel on est aujourd'hui, que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, et que si certaines vérités risquent de perturber le citoyen qui est bien endoctriné par la propagande étatique, eh bien ça risque de poser un problème, mais c'est effectivement assez... D'où les censures sur Twitter avant qu'Elon Musk ne prenne effectivement
effectivement, la direction a un peu changé certaines choses. On va peut-être en parler. Je crois que nous avons des auditeurs. On a Christophe qui nous appelle depuis Perpignan. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Donc moi je me présente un peu, je suis infirmier. Oui. Et cadre infirmier. Et j'ai vécu toute cette période Covid au cœur, puisque comme tout le personnel de santé, on était dedans. Je me suis porté volontaire pour faire partie de centres anti-Covid, pour recevoir les patients et tout. Et du début, on a vu que c'était une escroquerie. Ah bon? Une vraie escroquerie. Et ça fait, les chiffres étaient changés dans les occupations de lit, dans les gens qui décédaient. Et, on attribuait le titre Covid à tout ce qui décédait. Tout était faux. Et j'ai fait partie des infirmiers et qui n'ont pas voulu se faire vacciner. J'ai fait un faux vaccin. Ah ouais. C'est-à-dire vous n'avez pas été suspendu, vous avez fait un faux vaccin. Non, mais c'est bien. J'ai besoin malheureusement j'ai besoin de manger comme tout le monde. Bien sûr. Et voilà. Et donc j'ai fait, puisque c'était moi qui étais en charge de vacciner les gens, j'ai des gens qui sont venus me voir en me disant je veux continuer à travailler, je veux un faux vaccin pour travailler. Et vous les avez fait? Je l'ai fait à une quarantaine de personnes parce que on se rendait compte que c'était une escroquerie. J'ai connu dans d'autres pays des vraies pandémies comme Ebola, des vraies maladies où on meurt. Et là, quand du jour au lendemain, on vous dit il ne faut pas porter de masque, le lendemain, on vous met 135 € parce que vous portez pas de masque. Que des histoires comme ça, les masques, on savait très bien qu'ils ne protégeaient pas grand-chose. Tout le monde devenait professeur en épidémiologie, et puis donnait ses thèses et ses machins et ses si. Alors que les professionnels de la santé, moi je suis professionnel depuis 40 ans de la santé. Ouais. On reçoit les gens à l'hôpital, on reçoit les gens aux urgences, on sait les gestes à faire ou à ne pas faire. Et c'est pas des gens qui ont fait, malheureusement, dans les gouvernements, qui n'ont peut-être jamais vu un hôpital ou un service médical, qui viennent nous donner des leçons et qui nous disent ce qu'on doit faire ou pas faire et qui nous punissent. Parce que ça a été une punition pour des collègues à moi qui ont refusé le vaccin et qui ont arrêté leur boulot. Et le boulot d'infirmier, d'aide-soignant, de médecin, c'est pas un boulot qu'on fait alimentairement comme des frites à McDo, quoi. Ouais. C'est un vrai métier, c'est pour beaucoup un sacerdoce. Quand vous faites ça, vous savez pas faire autre chose, mais vous faites ça tous les jours. Et ça fait du bien d'entendre ce que dit votre invité, là, qu'on a été pris pour des jambons pendant des mois et des années, et c'est juste pour le dieu pognon. Merci Christophe. Jean-Dominique Michel, qu'est-ce que ça vous fait réagir? Oui, parce que je crois qu'il y a vraiment deux éléments de gravité extrême. Le premier, c'est qu'on est totalement transgressé toute la science et les bonnes pratiques en gestion des épidémies. Et si quelqu'un a le moindre doute, prenez le cas de la Suède et de la Norvège. Ils n'ont rien appliqué de tout ce qu'on a infligé ici et ils s'en sortent beaucoup mieux que nous. Et c'est la confirmation de ce qu'on savait déjà. Mais le deuxième élément très grave, et merci à notre auditeur d'en témoigner, c'est la violence, la brutalité de la réponse étatique. Et notamment, alors vous soulignez l'étiquette complotiste, il faut savoir que j'ai co-préfacé avec Ariane Bigrand la traduction en français du livre d'un professeur de sciences politiques américain qui s'appelle Les théories du complot, un outil de contrôle de la pensée. Et il retrace tout l'historique de l'utilisation de cette étiquette en montrant qu'à chaque fois qu'elle fleurit et qu'elle est utilisée massivement par les médias, c'est qu'il y a des crimes d'État contre les populations en cours. Ça s'est passé pendant la déclaration de la guerre en Irak, après l'assassinat du président Kennedy. Donc à chaque fois qu'il y a une énorme magouille mafieuse auquel participent nos États, on brandit l'étiquette de complotiste. Pour ceux qui s'y opposent. Et on attaque les personnes de manière totalement indigne, comme les soignants l'ont été. Oui, non mais les soignants suspendus, sans indemnité, sans un centime. Mais il faut savoir que c'est toujours en cours. C'est toujours en cours parce que quand vous cherchez un emploi de soignant dans n'importe quoi, la première question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous êtes à jour de votre vaccination? Oui, toujours aujourd'hui. Toujours aujourd'hui. Oui, d'accord. Ce qui est accessoirement une violation du secret médical. Mais c'est en plus. Et donc, ce qui est intéressant, je crois qu'on peut dire aussi que certains complotistes, en fait, ils sont traités de façon lamentable parce qu'ils dévoilent les vrais comploteurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Le dieu pognon.
Il faut pas chercher plus loin, c'est le dieu pognon. Ça, je crois des milliards et des milliards en jeu. Et pour des milliards, on peut tuer des gens sans aucune discrimination. On s'en fout. Et hélas, c'est de l'argent. ce n'est pas nouveau, Christophe. On va prendre. On marque une courte pause et après on aura Jean-Marc qui nous attend au standard 0826 300 300. Vous nous appelez, dernière pause sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h46 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec Jean-Dominique Michel qui vient nous voir pour son livre Autopsie d'un désastre, mensonges et corruption autour du Covid aux éditions Résurgence. Et on a Jean-Marc qui nous appelle depuis Narbonne. Bonjour Jean-Marc et meilleurs vœux. Bonjour Jean-Marc. Bonjour André, bonjour Monsieur Michel, félicitations. Alors moi je fais partie des complotistes et extrémistes depuis quelques années, donc c'est comme ça qu'on traite les gens qui réfléchissent en fait. Oui, il y a de ça, il y a de ça. Il y a de ça, donc je me félicite qu'on me traite comme ça. D'accord. Moi, j'ai eu peur aussi pendant 10 minutes quand cette pandémie est arrivée. J'ai eu peur pendant 10 minutes parce que d'entrée, on a eu les chiffres, même le gouvernement a donné les chiffres comme quoi il y avait moins de 1% de morts et que ça touchait les personnes qui étaient âgées ou qui avaient des gros problèmes de santé. Ouais. Donc, comme c'est le cas, c'était pas mon cas et c'est pas le cas de beaucoup de personnes, heureusement. Donc, je vois pas de quoi on pouvait s'affoler d'un tel virus. Donc, malgré ça, ils ont réussi quand même à confiner toute la population. Les gens ont respecté à 95% et dénoncé les personnes qui ne respectaient pas les ordres du gouvernement. Donc ça, je trouve que c'est quand même intéressant et c'est en même temps effrayant. C'est pour ça qu'il y a eu des guerres et qu'il y a eu des collaborateurs et que ceci et que cela. Et après, oui, parce qu'on leur demandait même de dénoncer leurs voisins. Hein, il faut se rappeler à un moment donné, quoi. Il y avait ça. Non, mais moi, je connais des gens qui ont été. Moi, j'ai pris une amende à Narbonne de 135 € parce que j'étais en plein centre-ville avec mon chien que j'avais pas de masque. Ouais, donc, d'accord. Il y a personne, j'étais tout seul sur la place. Voilà, je connais des personnes qui ont été dénoncées. Moi, j'étais insulté parce que j'avais pas de masque à l'extérieur. Moi, je vous parle pas à l'intérieur. Quand je rentrais, je faisais semblant de tousser. Il y a tout le monde qui partait. Au moins, ça allait bien, c'est que vous étiez dans le magasin. Voilà. Et puis avant, pour cambrioler les banques, il fallait un masque. Maintenant, donc vous rentrez avec le masque. Moi, il y a plus d'argent dans les banques. C'est dommage. C'est pas mes amis des banquiers. Et le deuxième point que je voudrais soulever, c'est qu'on a dit aux médecins de ne pas soigner, ça c'est quand même fou, et les médecins ont écouté. Et alors qu'un médecin, il peut soigner n'importe qui. Et ça, par contre, c'est quelque chose que j'arrive pas très bien à comprendre. Qu'un médecin qui a fait le serment d'Hippocrate, qui a fait 8 ans, 10 ans ou 12 ans d'études, il vous dit je suis les ordres du gouvernement parce que je risque de me faire gronder. D'ailleurs, ce qui s'est passé, parce que les médecins qui ont soigné, ils se sont fait emmerder, et les médecins qui n'ont pas soigné, ils ont eu des primes ou ils ont eu des satisfecits du gouvernement. Et encore chez moi, dans mon petit village à côté de Narbonne, ma maman qui a 86 ans, il y a 2 semaines de ça, c'est pas vieux, elle est enrhumée. Elle téléphone au centre médical. Le centre médical lui dit, madame, allez faire un test du Covid. Ah bah d'accord. Attendez, c'est pas fini, André. Allez faire un test du Covid pour savoir si vous avez le Covid. Donc ma maman, 86 ans, déjà, et tous, elle va à la pharmacie, et le centre médical lui dit, si vous avez le Covid, vous ne venez pas. Ah bon? Si vous avez le Covid, on ne vous soigne pas. Par téléphone, on vous dira qu'il faut rester chez vous avec 2 Doliprane. C'était il y a 2 semaines, ça. Oui, non mais c'est payant. Parce qu'en plus, ces gens-là, je les aime bien, ils sont serviables. Mais comment, si vous voulez, c'est effrayant quand même ça. Oui, Jean-Marc, alors justement, non mais la question que vous posez, c'est vrai. Comment il se fait que des médecins, et encore une fois on l'a dit, Jean-Dominique Michel, qui sont en général des gens vraiment qui travaillent, et Dieu sait si on le connaît tous, qui sont formidables, qu'est-ce qui fait qu'ils ont obéi comme ça? Si on nous dit oui, d'accord, on nous dit, écoutez, n'allez pas voir vos... Et ils ont dit oui, dans la majorité écrasante. Alors c'est là où on est obligé de repartir du sous-titre du livre, Mensonges et corruption autour du Covid. Il y a eu une opération d'ingénierie sociale où on a cherché à orienter délibérément la population dans une direction qui n'était pas honnête. Et en fait, on a utilisé un renversement où on a rendu acceptable ce qui normalement est scandaleux et on a fait passer pour scandaleux ce qui normalement est acceptable. Et vraiment, on l'a vu, le fait de ne pas soigner les gens, c'est scandaleux. Parce que le soin en lui-même
fait du bien. Maintenant, souvenez-vous, on avait ces images terribles qui venaient d'Italie, on nous disait il y a plein de médecins jeunes qui meurent d'avoir soigné des patients du Covid, donc les médecins étaient ravis de ne pas avoir à consulter à ce moment-là. On les a piégés. On Et leur puis a dit après, vous allez être contaminés, etc., etc. Exactement. Et en fait, on a désorienté tous les repères d'une manière qui a été extrêmement efficace, et notamment en provoquant la collaboration contre nature de catégories entières de la population. Alors, on pourrait faire un petit aparté sur les masques qui ne servent à rien. Il faut savoir que même en salle d'opération, ça ne protège pas des bactéries et des virus. Même en salle d'opération. Ça protège contre les jets de liquide physiologique, mais pas contre la transmission. Donc quand des enseignants se sont retrouvés obligés d'infliger à des enfants le port du masque à journée longue, avec tous les dégâts psychologiques et physiques, parce que ça crée un état d'asphyxie, ça a été confirmé, vous voyez, ils ont collaboré à quelque chose d'odieux, mais toujours avec une justification héroïque. Sacrifiez-vous pour le bien des personnes âgées, pour papy-mamie. Donc, restez à la cuisine, restez chez vous, faites-vous vacciner, portez des masques. Faites votre part pour pouvoir participer à l'effort collectif. Et c'est là où le piège a été monté, mais avec, et ça pour moi c'est un grand motif de préoccupation en tant que socio-anthropologue, le fait qu'il y a eu une banalisation. Vous connaissez l'expression de la banalité du mal, mais actuellement on est dans une banalisation. On est dans une banalisation du mal. C'est-à-dire que un président de la République, un Premier ministre peuvent dire non, nous on a choisi d'emmerder les gens qui sont pas d'accord avec nous. Ce ne sont plus des citoyens à part entière parce qu'ils ne se conforment pas à ce qu'on leur impose, et que ça soit devenu banal dans le paysage. Alors que c'est scandaleux. C'est la fin de la démocratie et de l'état de droit. Hein, techniquement, politiquement, c'est une tyrannie. Et donc voilà, ce que monsieur décrit, c'est ça. Et effectivement, honneur à tous ceux qui ont résisté et qui ont compris que le fait de tenir bon avec bon sens sur ce qui est bon pour tout le monde, ça n'était pas de nous précipiter dans cette direction. On remercie Jean-Marc et on accueille Catherine qui nous appelle peut-être depuis la neige, depuis le bassin d'Arcachon. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. Peut-être sous la neige. Oui, bonjour. Effectivement, on a de la neige aujourd'hui. Catherine, on vous écoute. Je vous appelle pas pour vous donner la météo du bassin. Non. Je vous appelle pour deux petites questions. La première question, c'est avez-vous, votre invité, a-t-il une idée combien de temps les effets secondaires auront lieu aux gens qui ont été vaccinés? La deuxième question, moi je ne suis pas vaccinée, donc évidemment j'ai été interdite de continuer à travailler à l'hôpital, et je me suis rendu compte du nombre de personnes autour de moi qui se sont parties, j'ai perdu beaucoup d'amis. Et donc quelle est la question, quelle est la façon que l'on peut donner à tous ces gens qui ont été vaccinés pour qu'ils comprennent qu'ils ont été en papaouté? Voilà. Oui, comment on peut leur expliquer? Difficile, surtout, parce que quelqu'un qui a été vacciné et qui se porte bien, ce sera très difficile de lui expliquer qu'il a été en papaouté. Oui, non, mais ceux qui justement ont des effets secondaires. Ah oui, d'accord. On peut leur dire. D'accord. Voilà, prenez conscience que vous vous êtes fait en papaouté. Et puis combien de temps, s'il y a des statistiques qui ont été faites, combien de temps... C'est votre première question, Catherine. Oui, j'ai bien écouté. Jean-Dominique Michel, est-ce qu'on sait, parce que il y a eu effectivement beaucoup de choses, mais là aussi c'est des spéculations. Certains ont dit non mais attendez, c'est allé très loin. Certains ont dit vous avez été vacciné, vous allez mourir dans 2 ou 3 ou 5 ans quand même. Pas exagéré quoi. Il y a eu aussi du délire de ce côté. Tout à fait. Reconnaissons-le. Tout à fait. Tout à fait. C'est important. Soyons quand même un peu objectifs. Mais justement, est-ce qu'il y a une idée du temps, etc. ou pas Alors, c'est une réponse complexe, donc je vais donner quelques lignes de force. La première, c'est que non, on n'a aucune idée de ce qui va se passer à moyen et long terme. Et d'ailleurs, même Pfizer, dans les contrats avec les États, dit on ne sait pas ce qui se passe au-delà de quelques mois. Donc, quand Véran disait, et Macron c'est sûr et efficace, Pfizer lui disait on n'en a aucune idée. Ce qui quand même remet un peu l'église au milieu du village. Et cette incertitude, elle est douloureuse. Bien sûr. Ce qu'on sait aussi, c'est que dans les lots d'injection, certains se sont avérés particulièrement toxiques. Il y a des études au Danemark notamment qui ont été faites, et d'autres très peu toxiques. Donc il peut y avoir une très grande variabilité de l'effet potentiel problématique de l'injection selon le lot dont elle est issue. Et puis en ce qui concerne les signaux, ce qui est sûr, c'est qu'on voit une augmentation
très préoccupante de la mortalité générale en 2021, 2022 et 2023, et notamment dans des classes d'âge où on meurt très peu. Il y a plus 25% dans des pays comme l'Angleterre, comme le Canada, en Suisse. On voit cette augmentation de la mortalité générale. Elle est corrélée temporairement avec l'injection génique, donc on peut supposer malheureusement qu'il y a un lien de cause à effet. Mais puisqu'il y a eu tout un ensemble d'atteintes à la santé avec la gestion catastrophique du Covid, il faut rester prudent. Absolument. Et puis, ça peut être à cause du confinement, à cause de beaucoup d'autres choses. Ou des soins qui n'ont pas été donnés, des reports de dépistage, etc. Et puis, alors, les deux signaux qu'on voit apparaître maintenant et qui sont préoccupants, le premier, c'est que plus les gens sont injectés, plus leur immunité s'effondre. Donc il y a vraiment un effet destructeur de l'immunité avec la répétition des doses. Oui. Et puis l'autre élément, c'est la flambée des turbocancers. Beaucoup d'oncologues nous disent, on voit des cancers foudroyants qu'on ne voyait pas avant, notamment chez les jeunes. Et là encore, on est obligé d'avoir à l'esprit le fait que ça pourrait avoir un lien avec l'injection. Donc pas de panique, vigilance, mais en même temps, c'est vrai que les gouvernants ont fait prendre des risques insensés à la population et ils auront à en rendre compte tôt ou tard. Et ça, nous le verrons. En tout cas, Jean-Dominique Michel, lisez L'autopsie d'un désastre. Ça vous éclairera. Merci Jean-Dominique Michel d'avoir été avec nous. On va se retrouver demain sur Sud Radio entre midi et 14h, comme tous les jours avec André Berkoff. On sera là dès midi. Tout de suite, c'est Brigitte Lay sur Sud Radio. C'est Cécile de Manibus. Je vous souhaite une bonne année 2024 avec Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.